la physique, en fait, c'est surtout l'étude du monde qui nous entoure. Du coup, en fait, c'est surtout ce qui m'a plu, c'est comprendre ce qui m'entourait. Comprendre comment ça marchait, comment la fameuse pomme est tombée par terre, comment toutes ces choses qui nous entourent, font partie de notre quotidien, marchent, fonctionnent, sont fabriquées. J'ai eu l'idée de chercher comment envoyer, en fait, euh, une caméra, une simple caméra dans l'espace pour récolter du coup l'image de ce que j'aimerais voir. Et donc si moi je ne peux pas y aller, pourquoi pas y envoyer mes yeux. Visage Gaillard, Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui va permettre de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer de prestigieux invités comme l'invité du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Pierre-Loup Tourbier d'Aixé. Alors qui est Pierre-Loup Tourbier d'Aixé ? Pierre-Loup est lycéen et du haut de ses 16 ans, il est passionné par la science et plus particulièrement par la physique. Comme vous allez l'entendre, il cherche sans cesse de savoir comment est réellement fait le monde qui l'entoure. Depuis environ 1 an, il a rassemblé les fonds et le matériel nécessaires et a également contacté des astrophysiciens et des membres du CNES en France et à l'étranger pour que son projet Starway soit mené à son terme. Avec ce projet, il va pouvoir bientôt observer et partager ses observations d'une partie de la Terre en direct depuis la stratosphère tout en gardant les pieds au sol. En écoutant ce podcast, vous allez savoir comment un lycéen passionné se donne les moyens nécessaires pour réaliser un tel objectif. Vous allez connaître le déroulé de cette mission et pourquoi il est passionnant d'observer la Terre de l'extérieur. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Pierre-Loup Tourbier d'Aixé. Bonjour Mathieu Vitra. Comment tu vas ? Très bien. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Je suis ravi de t'accueillir et en même temps, je t'avoue, je suis un peu jaloux. En fait, je t'explique. Je suis un peu jaloux parce que ceux qui ont écouté le premier épisode de ce podcast savent que je suis aussi un passionné du domaine spatial. Les différentes missions, les programmes, l'astronomie, observer l'univers, observer la Terre de l'extérieur, comme un peu un astronaute dans la Station spatiale internationale et comme un peu un satellite qui est mis en orbite autour de la Terre. C'est vraiment ce que j'aurais voulu faire. Et observer la Terre de l'extérieur, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et toi, du haut de tes 16-17 ans, tu vas le faire à ta manière. Donc, je suis autant plus ravi de t'accueillir sur ce podcast. Avant de développer un peu sur ton projet qu'on va expliquer, que tu vas nous expliquer, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Pierre-Loup Tourbier d'Aixé. J'ai 16 ans, je suis au lycée d'Arsonval. Et du coup, je prépare ce projet avec l'association du coup Fiximers depuis à peu près 1 an, mars dernier, du coup durant le premier confinement. Et depuis peu, du coup, on voit le bout du tunnel. Et du coup, on est très content on est très content de savoir que tout le monde s'intéresse au projet et que ça prend de l'ampleur. Alors, tu es étudiant, tu es effectivement au lycée en ce moment. Ton rapport aux sciences, ça a toujours été quelque chose qui t'a plu. La physique, la biologie, l'astronomie, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi. Alors, la physique, en fait, c'est surtout l'étude du monde qui nous entoure. Du coup, en fait, c'est surtout ce qui m'a plu, c'est comprendre ce qui m'entourait. Comprendre comment ça marchait, comment la fameuse pomme est tombée par terre, comment toutes ces choses qui nous entourent, font partie de notre quotidien, marchent, fonctionnent, sont fabriquées. Et en fait, c'est surtout ça qui me passionne dans les sciences, c'est que on comprend mieux ce qui nous entoure et on arrive en fait à se sentir encore en fait plus petit que ce que l'on est. Et c'est cette immensité
qui me passionnent dans l'espace, dans la physique, dans la chimie, dans toutes les sciences en général. Et comprendre ce qui m'entoure, c'est vraiment un truc qui me passionne. Ok. Alors, tu parlais d'espace. Quand tu vois les grandes missions spatiales que j'ai citées un peu tout à l'heure, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, quand je vois par exemple Thomas Pesquet qui part dans l'ISS, euh, en fait, c'est surtout de l'admiration que j'éprouve parce que c'est vraiment un rêve pour moi de partir, de voir ce monde dans lequel on vit, dans lequel on a grandi, donc on connaît tous, plus ou moins, mais de le voir en fait euh, avec du recul et le voir de si loin, si petit, alors que lorsqu'on est dessus, ça nous paraît tellement si grand que en fait c'est juste une merveille pure, quoi. C'est merveilleux. Hmm. C'est vrai qu'en plus, c'est des choses qui sont un peu impalpables. On dirait que c'est tout proche et en même temps, c'est tellement loin. Alors, j'étais intéressé par le fait de venir te voir parce que tu as décidé de te lancer dans un projet que tu as appelé Starway. Comment ça t'est venu et depuis quand est-ce que tu es sur ce projet? Alors, comment ça m'est venu? Ça m'est venu lors de la semaine où Elon Musk a lancé du coup la première fusée de SpaceX jusqu'à du coup l'ISS. Et la semaine, en fait, je trouvais ça formidable que du coup un, un homme qui pourtant n'était pas forcément destiné à devenir du coup un des plus grands génies de notre temps, bah, a réussi à concevoir quelque chose qui n'était pas de l'ordre du coup du, du public, parce que c'est la première entreprise privée à envoyer du coup une fusée dans l'espace. Et moi, je voulais essayer de faire ça en fait à mon échelle. Et du coup, c'était vers mai du coup 2020. Bah, j'ai eu l'idée avec certaines vidéos sur YouTube, certaines photos, de chercher comment envoyer en fait euh, une caméra, une simple caméra dans l'espace pour récolter du coup l'image de ce que j'aimerais voir. Et donc si moi je ne peux pas y aller, pourquoi pas y envoyer mes yeux. Hmm. Alors, envoyer une caméra, c'est quelque chose qui est effectivement important pour avoir évidemment une visibilité sur le monde, sur un territoire, sur une surface, mais le but, c'est simplement l'observation où tu vas avoir un objectif particulier de qu'est-ce que tu comptes trouver dans ce que tu vas effectivement observer, en fait. Alors vraiment la toute base, c'était vraiment du coup de pouvoir contempler le monde, mais par mes propres moyens. Parce que maintenant, on sait tous que si on va par exemple sur Internet, sur Google, on va sur Google Earth, on dézoome et on voit la planète. Mm. Mais le voir en fait tel qu'il est réellement et par une source on ne peut plus sûre, parce que du coup je le fais moi-même, bah ça, ça rajoute quelque chose, quoi. Ça me permet de découvrir en fait ce que j'ai toujours voulu découvrir, mais j'ai essayé aussi de rattacher d'autres choses parce que je trouvais que si je faisais réellement ce projet, je voulais y mettre tout ce que je pouvais y mettre. Du coup, je me suis dit, les images, ok, c'est bien, mais ça suffit pas. Du coup, j'ai aussi installé du coup dans la nacelle un petit, une, une petite, un petit microprocesseur qui prend des données, les pressions, température, altitude, tout ça, pour savoir en fait ce que je vois, qu'est-ce que c'est et comment c'est fait. C'est-à-dire que, par exemple, quand sur les images, quand la nacelle sera à 40 km d'altitude, bah, je pourrais voir avec les données du coup du microprocesseur où il était, où
dans quel environnement il était, à quelle température il faisait, quelle pression, etc. Et du coup, ça me permet vraiment c'est vraiment une immersion, même si j'y suis pas vraiment. C'est après un an du coup de travail, c'est comme y envoyer une partie de moi, quoi. Mhm. Ah oui, non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est effectivement pouvoir être en même temps là-haut, tout en restant au sol. Et du coup, ça demande effectivement beaucoup de préparation. J'imagine que beaucoup de préparation est nécessaire. Trouver les partenaires pour t'accompagner dans le projet, trouver le bon moment, anticiper la météo, trouver le lieu de décollage, demander les autorisations. Tout ça, c'est effectivement du travail. Comment ça se passe? Alors, en fait, ce que j'ai fait au début, ce que j'ai commencé par faire, c'est de trouver le moyen de réaliser le projet. Et j'ai découvert que du coup, les ballons météo pouvaient aller très haut et rapidement, sans que ce soit un coût des 100 et des 1000. Donc, Parce je qu'au m- tout départ, tu n'avais aucune idée de combien ça pouvait coûter. non, moi je m'étais fixé un plafond de 1000 euros. Ouais. Du coup, je voulais pas que ça dépasse 1000 euros parce que je ne voyais pas comment déjà atteindre 1000 euros. Mhm. Euh, je commençais à jouer de la guitare pour essayer de gagner un peu d'argent. Mais je voyais que 1000 euros, c'était vraiment déjà excessif. Mhm. Et donc, je m'étais fixé un plafond. Mais après, quand je voyais ce qu'il me fallait comme matériel, quand je voyais quel, euh, déjà le prix de l'hélium, en ce moment, il en manque un peu, c'est un petit peu une pénurie d'hélium. Donc, quand j'ai vu le prix de l'hélium, quand j'ai vu le prix du matériel, ce qui est tout à fait normal, par exemple les caméras, tout ce qui est ballon, bah, j'ai vite vu que les 1000 euros seraient très vite dépassés. Donc, j'ai j'ai essayé en tant que particulier de faire un appel aux dons qui a très bien marché, parce que mes proches et même des parfaits inconnus que je remercie, hein, bien sûr, m'ont soutenu et m'ont envoyé des petits messages sur mon site ou sur la cagnotte de soutien et même de remerciements parce que ça leur permettait de vivre à leur façon ce qu'ils auraient aimé vivre. Du coup, ça fait du bien de voir que de nombreuses personnes comme ça soient derrière moi. Et après, la recherche des partenaires, ça a vraiment été un travail en fait d'acharnement. C'est, j'ai, j'avais mon téléphone et je passais 3, 4, 5 heures par jour au téléphone pour essayer de trouver le responsable commercial, le chargé de communication d'une entreprise, d'une personne qui pourrait être potentiellement intéressée. Du coup, j'ai fait tout ce qui était en rapport avec les photos, les, tout ce qui avait un rapport de proche ou de loin avec l'astronomie ou l'espace. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à partir du moment où j'en avais eu un ou deux, les autres étaient plus faciles à retrouper. Parce que du coup, ça donnait du crédit à mon projet. Sauf qu'à un moment, j'ai été bloqué parce qu'en tant que particulier, bah, certaines entreprises, du coup, comme Photonis ou le CNES ou d'autres grandes entreprises qui concernent le spatial, en fait, sont vite bloquées, sont vite sceptiques parce que si c'est pas une association, ça peut être une arnaque ou etc. Donc, j'ai commencé à me mettre dans tout ce qui était administration, dans papier, dans ce qu'on peut appeler la paperasse. Et j'ai vu que ça prenait énormément de temps. C'était toujours très long. Dès qu'on faisait une démarche, il fallait des semaines, des mois pour avoir les réponses. Déjà, rien que changer de statut en particulier à association, ça a bien mis 2 mois. Donc, pendant ces 2 mois, je ne pouvais quasiment rien faire parce qu'il me manquait ce statut d'association pour pouvoir continuer. Mais je me rattachais en fait à l'idée que je me disais, un jour, ce serait une association. Du coup, je disais aux entreprises euh, que
nous serons une association. Donc déjà, ça les, euh, ça les faisait pas raccrocher directement parce que j'ai eu des personnes qui me raccrochaient dès que je disais que j'avais 16 ans, dès que Ouais. je disais que ils me trouvaient pas en fait légitime d'un tel projet. Ce qui peut entièrement se comprendre, hein, parce Mhm. que quand, euh, quand on entend qu'un un petit jeune de 16 ans, de 16-17 ans veut me faire un projet et qu'il a besoin de plusieurs milliers d'euros, bah, on peut être sceptique. Ça, dans la mentalité de certaines personnes, ça peut, ça peut être difficile de croire que ce sera sérieux, que ce Mhm. sera fait. Mais du coup, ouais, ça, pour l'instant, ouais, ça a été long. Ça a été un long chemin de trouver des partenaires, mais ça s'est fait. J'ai aussi, du coup, économisé. J'ai joué de la guitare à Royan. Du coup, t'as fait la manche. Hmm, T'as demandé effectivement oui, entièrement. Ouais, d'accord. Oui, oui, vraiment, je me mettais près d'un bar à Royan qui s'appelle le Calumet Ouais. sur la plage de Pontaillac. Et en fait, tous les soirs, ils me disaient de revenir. Parce que du coup, eux, ça leur permettait d'avoir plus de clients. Parce que Mhm. ça faisait, comme c'était le début du Covid, parce que ça aussi, ça m'a pas trop arrangé. Mais comme c'était le début du Covid, ils avaient moins de clients. Mais ça permettait de continuer ce côté un petit peu vivant, de rallumer du coup c'est la flamme des vacances, la flamme du coup de l'océan. Et donc déjà qui m'ait accepté pendant plusieurs soirs d'être devant chez eux, qui ont accepté que je sois devant chez eux à jouer de la guitare pour voilà comme ça. Et j'ai rencontré comme ça une actrice française. Et du coup, ça me permet de faire des rencontres. Et Tu peux la citer? je n'ai plus son nom. D'accord. C'est pas grave. Ouais, vraiment, je l'ai dans mon portefeuille, hein, j'ai son autographe, mais je n'ai plus son nom. Mais c'est bien dommage même. Mais voilà, j'ai fait des rencontres avec des personnes voilà, que je n'attendais pas, et qui pourtant même leur qui pour moi étaient déjà assez grandes, parce que quand on joue par exemple avec Danny Boone, comme ce qu'elle me racontait, bah, ça, ça l'a fait quand même, pour moi, c'est déjà une personne importante. Du coup, qu'une personne dite importante s'intéresse du coup à mon projet, à mon petit projet, parce qu'à l'époque, c'était vraiment, j'étais toujours dans l'optique de d'un truc petit, parce Mhm. que du coup, je faisais la manche pour essayer de me débrouiller seul, Mhm. parce que le CNES m'avait dit non, le, parce qu'en fait, du coup, toutes les grandes entreprises étaient vraiment un peu sceptiques. Du coup, moi, je me disais, bah, si on veut pas m'aider, je vais me débrouiller moi tout seul. Je vais me débrouiller tout seul. Et du coup, bah, voilà, je jouais, je rencontrais des personnes tout à fait super gentilles. Et comme ça, j'ai eu des dons du coup, sur OKPAL. Voilà, j'ai eu des messages. J'ai eu reçu quelques lettres. Et du coup, ça m'a permis bah, de garder espoir, que je savais qu'un jour ça marcherait. Puis je m'étais dit qu'en février du coup 2021, pardon, en février 2021, ça se ferait. Et bah ça s'est pas fait, mais parce que déjà en novembre 2020, je fixais la date du 23 novembre 2020, mais l'hélium n'a pas pu être livré parce que du coup ça venait d'Allemagne, et avec le Covid, les frontières ont été un- fermées Mhm. un certain temps, et du coup ils ont pris énormément de retard dans leurs commandes, et ça repoussait les livraisons à 2028. D'accord. Alors, on va en parler un petit peu effectivement du matériel dont tu as besoin. Mais juste avant, est-ce que, pour présenter un petit peu le projet, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Le projet, effectivement, à partir de zéro, tu as une nacelle qui est effectivement prête ou quasiment prête et sur laquelle il y a des caméras, sur laquelle, comme tu as dit, il y a un processeur pour des capteurs de pression, de température qui sont accrochés effectivement à un ballon d'hélium. Ce ballon d'hélium va atteindre une altitude.
Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça va se passer? Bah, alors, en fait, il va y avoir ce qu'on appelle une chaîne de vol. La chaîne de vol, c'est le, la suite du coup de la nacelle, le parachute et le réflecteur radar et le ballon. C'est du coup cette grande ligne d'éléments, d'objets du coup qui, euh, qui vont partir avec le ballon. Le ballon du coup sera chargé d'à peu près 6-7 mètres cubes d'hélium. Mhm. Et lorsqu'il va du coup s'envoler, parce qu'on a tous déjà vu un ballon de fête foraine s'envoler grâce à l'hélium, parce que du coup l'hélium est plus léger que l'air, donc il va s'envoler et arriver à une certaine altitude, la pression va diminuer, et comme la pression va diminuer, il va y avoir de moins en moins d'air, il va y avoir de moins en moins de molécules dans l'air, donc l'hélium va prendre de plus en plus de place. Le ballon va gonfler jusqu'à du coup céder. Et à ce moment-là, ce sera proche des 40 km d'altitude. Et la nacelle va donc retomber euh, et le parachute va s'ouvrir. Du coup, l'ascension et la redescente, ça va durer entre 2 et 6 heures. Ça dépend vraiment de s'il y a beaucoup de vent, si ça ondule, si ça monte droit, si le ballon éclate avant ou après. Ça va dépendre de toutes ces choses et ça va du coup, en fait, savoir qu'à partir du moment où on l'a lâché, on n'a plus aucun contrôle sur lui, à part savoir où il est, bah, c'est après, faut croiser les doigts, quoi. Visage gaillard, Mathieu Vitra avec Pierre-Loup Tourbier d'Excé. Donc effectivement, une fois que la descente est faite, il atterrit. Il y a une balise GPS à l'intérieur qui te permet effectivement de retrouver la nacelle. Elle peut être à des dizaines de kilomètres du point de décollage. C'est d'où la difficulté. Mais du coup, euh, dans toutes les préparations que tu as faites, donc tu t'es effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, confronté à certaines difficultés. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont effectivement fixées. Tout est à peu près prêt. Concernant la date, concernant le lieu de décollage, concernant le type de matériel, les autorisations, tout est OK. Et aujourd'hui, tu peux effectivement me dire que le projet va naître. Alors oui, le projet va naître et ce sera du coup, si le Covid le permet, du coup, entre le 22 et le 25 avril 2021, sur le plan d'eau de Superbès. euh, Parce que, pourquoi Superbès? Parce qu'en fait, j'ai été contacté par Nicolas Laporte, qui est un astrophysicien du coup, de l'université de Cambridge. Et il m'a contacté parce qu'il est président d'une association du coup, de Clermont-Ferrand. Et il m'a dit que si je le faisais, si j'arrivais à prendre des photos de la chaîne des puits, je pourrais participer du coup à l'exposition dont Thomas Pesquet va participer, qui consiste à prendre la chaîne des puits sous différentes échelles. D'accord. Du coup, la chaîne des puits euh, sous drone, la chaîne des puits avion. Du coup, moi, ce sera stratosphérique et lui, ce sera spatial. Et du coup, voir en fait que il y aura toutes ces échelles différentes rassemblées sur un seul point, qui est du coup la chaîne des puits, on verra que selon l'échelle que l'on choisit, bah, c'est par exemple si on prend l'échelle macroscopique, bah, on voit que c'est immense. Par exemple, le puits de Dôme, il est gigantesque, mais déjà, après, si on regarde euh, de l'ISS, il paraît vraiment minuscule. Mm. Et ce décalage, en fait, je trouve ça vraiment super intéressant. Parce que du coup, ce que l'on trouve grand, bah, si on change d'échelle, c'est juste minuscule.
Par exemple, si on choisit le mont Everest, qui est le toit du monde, bah, ce sera pareil. Si on le regarde de l'espace, il sera toujours petit. Si on le regarde du système solaire, il sera encore plus petit. Si on le regarde d'Andromède, il sera encore plus petit. Du coup, ce sera, ce sera à voir. Ok, donc c'est effectivement l'observation qui est la clé et qui est un peu ton moteur, quoi, du coup, Mm. pour ce projet. On a parlé un petit peu des objectifs. Comme on a dit, effectivement, il va y avoir ces différents outils à l'intérieur de la nacelle qui vont te permettre effectivement de mesurer la pression, la température. Et en même temps, pendant ce projet, à partir du décollage, peut-être un peu avant même, jusqu'à l'atterrissage, tu vas partager ça en direct sur Internet. Ouais. Je vais du coup organiser un live sur Instagram et Facebook. Si c'est pareil, hein, si du coup la connexion le permet, parce que sur le plan de Superbase, je ne sais pas exactement si on capte la 4G ou voilà. Donc j'essaierai en tout cas, j'essaierai de partager au mieux ce, cet événement. Et parce qu'en fait, je me dis que tout le monde ne pourra pas être sur Superbase, mais que toutes les personnes du coup qui me suivent sur Facebook et Instagram euh, bah, seront là derrière un petit écran, mais me suivront. Et du coup, c'est c'est le plus intéressant, c'est le plus important. Ouais, oui, c'est sûr. Enfin, c'est génial. Et puis effectivement, de pouvoir voir que depuis que tu as préparé ce projet, de voir toutes les personnes, que ce soit dans ton entourage ou même des inconnus qui ont effectivement voulu te suivre dans ce projet, ça montre effectivement que ça intéresse, que la science intéresse les personnes, que même, Mhm. c'est peut-être même pas la science qui intéresse les personnes, c'est le projet en lui-même, par des personnes qui s'intéressent pas spécialement à la science de manière générale, quoi. Bah, je pense que on est tous plus ou moins sensibles au monde qui nous entoure et à l'espace en particulier, parce que le monde, enfin la planète Terre, on l'a vu de tous les côtés. On a même sacrément commencé à même la souiller. Donc on la connaît. On la connaît, même si on ne la connaît pas entièrement de fond en comble. Chacun de nous connaît les continents, connaît les océans. Et du coup, je me dis que comme l'espace, c'est la seule chose pour l'instant qui nous reste inconnue, bah, ça intéresse tout le monde, ça intrigue tout le monde et ça intéresse tout le monde. Et que, en fait, que ce projet me permette du coup, de faire comme mes premiers pas du coup, dans le monde de, de l'astronomie, du monde spatial, bah, ça permet aussi aux gens de faire leurs premiers pas, eux aussi. Et je pense que voir qu'un projet du coup plus ou moins local euh, permette, permet du coup à des personnes de monter avec moi au, à 40 km d'altitude, bah, je pense que ça en intéresse plus d'un. Ouais. Mm. Je pense aussi. Et puis effectivement, ça intéresse plus de personnes qu'on croit. Aujourd'hui, tout est quasiment prêt. Est-ce que tu te confrontes encore à certaines difficultés? Est-ce qu'il te manque des choses pour que le projet naisse et pour qu'il soit prêt, qu'il soit optimal? Euh, Après, pour qu'il soit optimal, il manquera toujours des choses parce qu'on pourrait toujours rajouter des petits instruments dans la nacelle pour récupérer des données en plus, pour récupérer un angle de vue en plus, etc. Mais pour l'instant, ce qui me manque, c'est surtout... euh, il manque aussi un petit peu du coup de fonds pour tout ce qui va être logement lors du lancer. Parce que du coup, il y a les membres de l'association qui vont être avec moi pendant les 4-5 jours entre le 22. Du coup, nous, on sera entre le 20 et le 26 avril. Mais sinon, ce qui me manque, je pense,
c'est d'arriver en fait à communiquer le plus possible parce que malgré les médias locaux, les médias régionaux, en fait, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'en fait tout le monde, que ce soit mon projet ou un autre, en fait, que tout le monde s'intéresse et a un but. C'est c'est un peu, c'est un, c'est un petit peu, je sais pas comment dire. euh, c'est un petit peu idéal comme vision, mais je pense que si tout le monde avait une sorte de projet auquel s'accrocher, ça, ça changerait je pense que ça changerait des vies. Parce que honnêtement, je pense que ce projet a été un- une ligne de maintien, une ligne de conduite durant ce Covid, parce que ça n'a pas toujours été facile concernant du coup la scolarité avec les alternances, les confinements. Mais je sais que dès que j'apprenais par exemple quelque chose en physique ou en chimie, j'essayais de le rallier à mon projet. Par exemple, dès on apprenait les formules de pression et tout, j'essayais de retrouver les chiffres que j'ai trouvés avec mon projet. Du coup, en fait, j'ai essayé de rassembler tout ce que je pouvais euh, pour en fait garder du coup une sorte de pilier, quelque chose sur lequel je peux me reposer. Parce que je sais que, par exemple là, je sais que par exemple, si on est reconfiné, si du coup on n'a plus de lycée, si on n'a plus de vie sociale ni rien, je sais que j'aurai toujours mon projet sur lequel je sais que je peux me reposer, je sais qu'il est prêt, même s'il ne se fera pas en avril, je sais qu'il est prêt à être fait, qu'il y a des personnes qui sont du coup dans le même projet, euh, d'ici ou d'ailleurs, et ça me permet aussi de me poser, de... D'avoir un Ouais, objectif et c'est ça. de pouvoir effectivement avoir une certaine ligne de conduite pour continuer dans cette période qui est compliquée. Ouais. Ouais, Je exactement. comprends complètement, effectivement. Alors, du coup, tout est prêt aujourd'hui. Est-ce que tu en as parlé à tes profs ou est-ce que tes profs sont venus te voir en disant déjà, bon, c'est bien ce que tu fais, et puis des profs de sciences, de physique qui sont venus pour t'épauler, pour t'aider, pour te donner quelques astuces J'en ai parlé. Alors, j'ai quelques profs qui sont venus me voir en voyant les articles dans la montagne ou l'article dans Brive Mag, en me félicitant, en me disant que c'est un super projet. Mais et j'ai mon professeur du coup de physique actuel, Monsieur Delolme, m'accompagne au nouveau festival. Du coup, la démarche régionale, une sorte de foire à projet régionale qui se passera à Bordeaux en mai. Du coup, il m'accompagnera à Bordeaux sur les 2 jours. Et, vraiment, je pense que ceux en fait que ça a le plus intéressé au lycée, c'est surtout les élèves et tout ce qui était personnel, mais personnel en contact direct. Alors du coup, certains professeurs, mais surveillants, CPE, tout ce monde-là qui en fait s'intéressent à nous parce que déjà c'est leur métier, Mm. mais ils le font et du coup ils s'intéressent et par exemple du coup quand il y a un projet comme ça, ils vont chercher et ils se passionnent. J'ai même reçu des dons de certains professeurs, de certains surveillants et ils publient. Je leur ai donné des cartes de l'association et ils le mettent au BVS. Ils font la pub. Euh, du coup, ouais, ça me permet. En fait, ils sont super bienveillants et du coup, quand en fait, j'ai toujours plaisir à leur en parler parce que je sais qu'ils s'intéressent profondément. C'est pas juste du coup par politesse, mais du coup, oui, c'est toujours bien parce que du coup, le lycée, c'est là où je passe la plupart de mon temps. Et du coup, oui, je suis content que même si je suis dans un cadre scolaire, même si je suis dans un cadre où je dois essayer de moins penser à ce projet pour
pour consacrer plus aux études, bah, je sais que eux, ils savent ce que je fais, ils me suivent sur les réseaux et ils m'encouragent. Du coup, ouais, c'est toujours chaleureux, c'est sympa. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Pierre-Loup Tourbier d'Excé. Du coup, il te reste effectivement peut-être des fonds à réunir. Tu as lancé une plateforme de financement participatif dont le lien est sur le site mathieuVitra.com/le journal. Est-ce que quand on fait un projet comme ça, basé sur la science, est-ce qu'on se destine évidemment à des études dans ce domaine et vers quelle profession? Alors, d'après les articles que j'ai pu voir sur Internet, on parle d'un métier peut-être astrophysicien, astronaute, travailler dans l'aéronautique. C'est quelque chose qui te plairait, ça? Je pense qu'en fait, ce qui me plairait, c'est pas forcément un métier précis. En fait, c'est surtout un domaine. J'ai besoin en fait d'être en relation, en contact avec, avec tout, en fait, avec tout ce qui peut me permettre de mieux comprendre ce qui m'entoure. Du coup, comme ce que je disais auparavant, euh, par exemple, si on prend une table, on peut tous à peu près se l'imaginer, mais après comprendre comment ça se fait que les quatre pieds la fassent tenir, comment ça se fait que euh, elle soit solide, etc. Bah, c'est c'est assez logique si on s'y intéresse pas trop. On se dit oui, bah, c'est du bois, c'est logique. Mais si on s'y intéresse, on se rend compte qu'en fait, c'est des liaisons entre atomes. On se rend compte que bah, ce sont des électrons qui gravitent autour d'un noyau. Et du coup, en fait, je pense que j'ai besoin de ce côté un peu physique-chimie et même mathématiques, parce que du coup, les maths font aussi bien évidemment partie. Et je pense que, ouais, en fait, j'ai juste besoin d'être proche de ce sujet. Alors, pour l'instant, je me dirigerai plus vers l'espace, vers les étoiles. Mais pourquoi pas la chimie, pourquoi pas la physique pure, euh, pourquoi pas prof, pourquoi pas voilà, n'importe quoi. Tant qu'en fait je garde un contact avec ça et pourquoi pas même changer de voie au fur et à mesure parce que c'est pas défini quoi. Tu n'as pas de portes qui sont fermées, quoi. Non, et je me dis qu'à partir du moment en fait où j'ai envie de faire un truc, je sais que j'y arriverai parce que je l'ai vu avec ce projet, quoi. Au début, c'était vraiment, il y avait beaucoup de portes fermées, puis il y en avait une d'ouverte. Je l'ai prise et je me suis rendu compte que ça permettait d'ouvrir les autres. Donc, ça doit être pareil pour la vie. La persévérance, quoi. Voilà. Petit clin d'œil. Persévérance. Euh, Tu l'as? Oui. Est-ce que tu as d'autres projets? Une fois que tu auras terminé celui-là, est-ce que tu as d'autres projets en tête? J'en ai beaucoup. C'est bien. J'en ai beaucoup parce qu'en fait, c'est juste tous mes rêves qui sont mes projets. Et pour l'association, j'ai pensé à faire des mini-fusées, à créer un réel scaphandre spatial, du coup, à s'intéresser à tout ce qui est textile, tout ce qui est matériaux pour optimiser tout ce qui est télécommunication. En fait, j'aimerais bien réussir à faire, par exemple, un scaphandre, du coup, une combinaison spatiale qui puisse réellement aller dans l'espace et qui, si elle va dans l'espace, qui fonctionne, du coup, qui puisse communiquer. Donc voilà, j'avais commencé quelques recherches pour faire ça, mais en fait, vraiment, j'en ai beaucoup, beaucoup. J'avais aussi eu l'idée de créer un, un plasma géant, une sorte d'événement scientifique, de recréer un plasma géant. Du coup, le plasma, c'est le quatrième état de la matière, qui est sur Terre très très peu présent, mais qui, à l'échelle de l'univers, fait partie de 99% de la matière. Mais du coup, c'est en fait, c'est juste le plasma, c'est juste en fait un spectacle. C'est c'est un gaz qui brille. Alors dit comme ça peut être
bizarre, mais ça peut même être ridicule. Mais en fait, c'est les étapes, du coup, pour comprendre. En fait, je pense que c'est pareil, c'est comme pour ce projet. En fait, même si l'objectif est génial, je pense que c'est toujours le chemin le plus intéressant. Et par exemple, pour ce projet, j'avais pensé à, du coup, à m'intéresser à tout ce qui était verrerie pour faire une cloche géante, une cloche de verre géante de 2-3 mètres, un truc vraiment gigantesque, qui je pourrais le faire par exemple au stade Leclerc ou au stadium, un truc qui, lorsque par exemple il serait 20 heures, du coup, bah, enfin 20 heures maintenant, il n'y a plus rien à 20 heures, mais euh, si quand il ferait nuit, du coup, créer ce plasma et du coup en fait illuminer tout le stade avec du gaz luminescent. Et ce plasma, du coup, gigantesque, avec des personnes présentes. Et du coup, voilà, ce serait juste. J'ai plein de projets comme ça. Ouais. Et en même temps, sensibiliser les gens Voilà, tout à effectivement fait. à des choses qui sont un peu abstraites. Parce que c'est vrai que quand tu parles effectivement de plasma, la plupart des personnes, ceux qui ne s'y intéressent pas en tout cas, ne voient pas spécialement ce que c'est. Donc ça peut être effectivement une super idée pour pouvoir sensibiliser les personnes. Euh, on a parlé d'Elon Musk tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui suscitent un petit peu ton intérêt, que tu as effectivement envie d'un petit peu imiter ou qui t'inspirent un petit peu? Je cite souvent Elon Musk parce que il a une philosophie de vie, en fait, enfin une philosophie de vie apparente, parce que je le connais pas personnellement, mais en fait, on a l'impression que à partir du moment, en fait, il joue avec la vie, il s'amuse continuellement. Continuellement. Voilà, continuellement. Et bah, en fait, c'est juste un grand enfant. Et il s'amuse. Dès qu'il a une idée, il y va. Et il se pose pas de problème. Il ne se pose pas de questions. Et par exemple, si on prend l'exemple de Tesla, il avait l'idée de faire des voitures électriques. Maintenant, il fait les voitures électriques les plus performantes. On a même plus besoin de conduire dans ces voitures. Donc, honnêtement, je pense que ça doit être un modèle pour plein de gens, mais je pense que si je le choisis, c'est surtout parce qu'en fait, il, c'est ça en fait, c'est un gamin, mais pas dans le sens péjoratif, dans le sens en fait, il se pose pas toutes ces questions que soi-disant les grands peuvent se poser. À partir du moment en fait où il s'amuse, où il joue, tout est possible. C'est comme un enfant, quand tu lui donnes des Lego ou des Playmobil, bah, son monde est réel. Le monde qu'il s'imagine est réel. Et je pense qu'Elon Musk, en fait, c'est pareil. Lorsque, comme les Playmobil, Elon Musk, il s'est dit, tiens, bah, pourquoi pas faire revenir la fusée, quoi. Et il l'a fait revenir. Et du coup, il y a pas besoin de les lâcher en milieu de la mer, il n'y a plus besoin de les lâcher en orbite autour de la Terre. Il les fait revenir intacts. Et Pourtant, il y a eu enfin, des échecs. pourtant, oui, oula, oui. Pourtant, oui, il a eu pas mal d'échecs. On en a vu s'écraser, on en a vu exploser. Mais c'est, c'est en fait juste utiliser son talent, ce qu'il a appris, son côté science marketing, parce que il a fait des études du coup de physique, chimie, bien sûr, mais surtout d'économie, de marketing. Et il mêle ça parfaitement bien. Il a inventé PayPal, il a inventé SpaceX, qui est juste magique, Tesla, qui sont des voitures. Maintenant, il, il a des prototypes qui sont. En fait, cet homme, je pense que c'est juste un idole. C'est un exemple et je pense que tout le monde pourrait s'inspirer de lui. Parce que pourquoi se poser des questions? Pourquoi en fait se créer comme une sorte de plafond de verre euh, alors que alors qu'il n'y en a pas? Alors qu'en fait la seule limite, les seules limites possibles, c'est les lois de la physique et l'imagination, quoi. Donc il a compris ça et il y arrive parfaitement. Mm. Et du coup, c'est l'homme le plus riche au monde et c'est l'enfant le plus riche au monde.
Voilà, c'est Elon Musk, quoi. Ok. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. T'es de Brive? T'es natif de Brive? Non, Non. je suis guérétois D'accord. et fier de l'être. Tous ceux de Guéret peuvent écouter ce podcast. Est-ce qu'il y a un lieu à Brive ou autour de Brive dans lequel t'aimes te retrouver, t'aimes te ressourcer ou qui te rappelle des souvenirs particuliers? Alors, ce sera pas à Brive, ce sera en Creuse. Ok. Mais je pense que je dirais que c'est chez mes grands-parents. Voilà, parce qu'en fait, c'est une sorte de cocon qui n'a jamais bougé, maison familiale. Et si j'aime m'y retrouver, c'est parce que, en fait, c'est pareil, on pose pas de questions, on se dit pas qu'est-ce que ça va être là-bas. En fait, je sais, et c'est un truc stable. Et du coup, la stabilité, bah, ça a toujours un peu de bon. Et je pense que je choisirais cet endroit, ou sinon... non, je dirais cet endroit. Très bien, très bien. On salue tous les Creusois. C'est où en Creuse exactement? C'est à côté de Saint-Sulpice-le-Garret. D'accord, très bien. Bon, on les salue. Ben, je te remercie beaucoup, Pierre-Loup. Bah, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur le projet Starway et sur le développement d'un tel objectif. Un grand merci à Pierre-Loup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuVitra.com/lejournal. Vous y trouverez de nombreuses références en lien avec ce projet, comment y participer et comment le suivre. Allez y faire un tour. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt.